Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fileco. L'émission économique change de formule. Nous nous retrouvons dorénavant tous les jeudis soirs. Dans l'actualité économique de la semaine, nous retrouvons l'université d'été du MEDEF sur fond de réforme. Ce rassemblement a eu lieu à Jouy-en-Josas la semaine dernière et l'actualité politique était au cœur de cette rencontre. Les chiffres du chômage dans les Yvelines. En juillet, on compte 100 chômeurs supplémentaires, mais la situation pourrait s'inverser prochainement. Et puis les logements étudiants, quelles solutions sont proposées à Saint-Quentin en Yvelines? Ce sera le dossier de la semaine. La rentrée politique est chargée en annonces, réforme de la fiscalité, choc de simplification, réforme des retraites. Sur ce dernier point, nos invités nous donneront leur point de vue. Nous recevons Florence Mercadet-Choquet du MEDEF, bonsoir. Bonsoir. Alain Tailleur de la CGT, bonsoir. Et Dominique Ruffy de France Ouvrière. Bonsoir, Ruffier. Ruffier, pardon, excusez-moi. On vous retrouve du coup dans la deuxième partie d'émission. La semaine dernière, tout à l'heure, les chefs d'entreprise ont, eux, profité de l'université d'été pour faire entendre leur point de vue. Des images de Jonathan Villeman. La semaine dernière, 4000 chefs d'entreprise se sont retrouvés à Jouy-en-Josas pour l'annuelle université d'été du MEDEF. Avec un programme largement dominé par l'actualité politique, réforme des retraites et de la fiscalité en tête. Le gouvernement s'est voulu rassurant. 7 ministres se sont rendus sur place pour écouter et dialoguer. Parmi eux, le ministre de l'économie et des finances et une promesse forte, la baisse du coût du travail. Il faut poursuivre le mouvement de baisse du coût du travail pour être compétitif. Nous l'avons engagé avec le CICE. Nous compensons intégralement les cotisations retraite par une baisse des cotisations famille et nous sommes prêts à travailler sur ce chantier. Autre annonce, une économie de 14 milliards d'euros en 2014 sur les dépenses publiques. Tentative d'apaisement réussie, le ministre est applaudi. Mais pour les chefs d'entreprise croisés lors de ces 3 jours, le problème numéro 1 reste la multiplication des réformes et de fait une instabilité. C'est vrai que c'est difficile après d'avoir une vision objective sur l'avenir et de faire aussi bien des investissements pour les investisseurs et des projets pour les entrepreneurs. Réforme il y aura, mais le gouvernement a annoncé ce mercredi un projet de loi pour simplifier les démarches des entreprises. Facturation électronique pour l'État, bilan simplifié pour les petites entreprises, de possibles avancées qui devraient être votées d'ici la fin de l'année. Lors de ces universités d'été, on ne parlait pas que de la rentrée politique. Nous y avons retrouvé des entreprises yvelinoises. Pour sortir de la crise, elles misent sur l'innovation. Des images de Jonathan Villeman. L'université d'été du MEDEF, ce sont 4000 entrepreneurs militants qui se retrouvent pour discuter de leur mouvement. Mais ce rendez-vous ne se veut pas que politique. Les salles de conférence ont fait une petite place à des salons comme l'espace Business Innovation, le BI. On y trouve des technologies de pointe comme cette imprimante 3D, une entreprise américaine venue tout spécialement de la Silicon Valley, mais aussi des innovations en termes de marketing. Ce n'est pas que l'innovation technique. L'innovation peut être une innovation de rupture dans un service, comment innover dans sa relation avec ses clients, leur offrir de nouvelles choses. Tout ça fait partie de l'innovation au sens étymologique du terme. Comme lui, de nombreux entrepreneurs yvelinois ont tenu à être présents dans l'EBI. Virginie et Anthony viennent parler de l'importance du numérique. Les TPE aujourd'hui ne se rendent pas compte du potentiel, de ce que ça peut représenter, le développement que ça peut leur apporter. Et c'est vrai que notre approche vraiment de prise en main de la stratégie e-marketing de chaque entreprise fait qu'aujourd'hui on a des entreprises qui étaient 2 personnes et qui sont aujourd'hui 60. Et l'objectif c'est vraiment de leur dire aujourd'hui c'est possible de faire des choses avec des vraies performances à mesurer et pas seulement faire une présence pour être présent sur Internet. La proximité avec les universités comme Saclay et les aides financières expliquent notamment ce foisonnement d'entreprises innovantes dans le département. Et cela devrait perdurer. Un centre de coworking spécialisé dans les créations d'applications pour smartphones va ouvrir ses portes à Versailles. Les premiers coworkers s'installeront début octobre et nous faisons la sélection des projets là courant septembre. Les entrepreneurs y trouveront du matériel spécialisé pour tester leur création. Le chômage continue d'augmenter dans les Yvelines, 100 chômeurs de plus en juillet. Le directeur délégué de Pôle emploi Yvelines Sud revient pour nous sur ces données. Cette hausse ne touche pas les mêmes catégories de personnes. À savoir que par exemple, on a une baisse significative du taux de chômage chez les jeunes sur le 78 Sud, en tout cas les 78. Et ce qu'on constate par rapport à ça, c'est plutôt un allongement de la durée du chômage et qui touche plutôt les seniors.
Donc ça peut s'expliquer le phénomène sur les jeunes par déjà un fort dynamisme sur les contrats emploi d'avenir qui commencent probablement déjà à donner des effets. Après, sur les points peut-être positifs, les offres d'emploi reprennent. Ça peut être croisé d'ailleurs avec une tendance qui est sur le travail intérim, où on voit que l'intérim a eux aussi une approche d'augmentation en termes de potentiel. Et ça, c'est très significatif et très intéressant parce qu'on sait que quand ça commence par l'intérim, après, ça revient. Une analyse donc plutôt positive. Et en parlant d'offres d'emploi, des entreprises recrutent sur le territoire. Le centre commercial One Nation des Clés-sous-Bois, qui ouvrira ses portes le 20 novembre, propose 800 postes dans la vente, la restauration ou encore la sécurité. Plus d'infos sur leur site internet. Akeo, une entreprise de vente directe, a également annoncé un plan de recrutement dans le département. 250 postes de vendeurs sont à saisir. À Coignères, le forum a fait peau neuve, les travaux se terminent et 2 enseignes sur 4 ont ouvert leurs portes. Des images de Jonathan Villeman. Il y a à peine quelques mois, le forum de Coignères ressemblait à ça. Attention, changement de décor, parking refait, bâtiment rénové et agrandi. On passe un dernier coup de peinture, mais déjà 2 nouvelles enseignes ont ouvert leurs portes, Decathlon et Babou. Après 4 ans d'attente, cette rénovation est bien reçue par les habitants des alentours. D'habitude, je venais jamais, mais là, je vois qu'en fait, il y a plein de magasins. Du coup, je pense qu'on va plus venir faire des courses ici. C'est très bien parce que le forum commençait à fermer à côté et puis Babou, il n'y en a pas dans le coin. Un second souffle pour cette zone commerciale et un coup de pouce à l'emploi local. Sur l'effectif d'environ d'une quarantaine de personnes aujourd'hui, parce que le magasin sera ouvert 7 jours sur 7, nous aurons environ une trentaine de créations de postes sur la région de Coignères. Donc c'était une grosse volonté de notre part, à savoir que nous voulons vraiment des sportifs pratiquants, connus et reconnus sur la zone. Dans les magasins, il y avait déjà foule la semaine dernière. En tout, le forum s'étend désormais sur 9000 m² pour un investissement de 20 millions d'euros. D'ici 1 à 2 mois, Fly devrait déménager et être rejoint par l'enseigne Darty. À quelques pas de là, les commerçants comptent suivre cette dynamique. Le constructeur du forum a déjà des commandes pour cette zone de 15 000 m². Des travaux de réfection de toute la façade et un petit peu du parking, mais surtout toute la façade qui va être remise aussi à neuf pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre cet outil qui est tout neuf maintenant et puis les bâtiments en face qui étaient un peu obsolètes. Depuis le départ de Castorama en 2009, 11 enseignes sur 15 avaient dû mettre la clé sous la porte. On passe maintenant à l'entretien. Le texte de loi sur la réforme des retraites a été transmis ce matin au Conseil d'État et aux caisses de sécurité sociale. Les syndicats ne sont pas satisfaits. Sur ce plateau, nos invités vont nous faire part de leurs sentiments. Nous recevons Florence Mercadet-Choquet, bonsoir, donc membre du bureau du MEDEF. Dans le département. Donc Dominique Ruffier, secrétaire général Force ouvrière dans les Yvelines, et Alain Tailleur, donc membre de l'Union départementale de la CGT. Donc alors, avant d'entamer le débat, je vais juste rappeler les points majeurs donc de la réforme. Premièrement, un allongement de la durée des cotisations avec 43 annuités pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1973. Deuxième point, la prise en compte de la pénibilité avec la mise en place d'un système à points pour obtenir un départ à la retraite anticipée ou une formation par exemple. La prise en compte du travail à temps partiel. Le seuil de validation d'un trimestre passe de 200 à 150 heures SMIC. Et puis enfin, le financement se fera par une hausse des cotisations sociales, plus 0,3 points en 2007, et également par une fiscalisation de la majoration attribuée aux parents de familles nombreuses, mais pas de hausse de la CSG. Alors le premier point qui fait débat, c'est l'allongement de la durée de cotisation. Florence Mercadet-Choquet, de votre point de vue, cet allongement donc, est inévitable, mais pour vous, ça ne va pas assez vite? Non, le MEDEF avait proposé effectivement qu'on rentre dans une durée plus longue de cotisation, mais aussi avec un retard dans l'âge de prise de retraite pour passer à 63 ans, et compte tenu surtout de la situation assez grave dans laquelle se trouvent nos régimes de retraite. On a quand même 35 régimes de retraite différents qui sont tous dans le rouge depuis des années, puisque, en gros, ça fait 30 ans qu'on essaye de trouver une solution à ces régimes de retraite et au financement des régimes de retraite. Et systématiquement, ça se concrétise par des augmentations de cotisations, on en parlera après, et par des reports du départ à la retraite, par des allongements de cotisations. Et c'est vrai que si on attend 2020 jusqu'à 2035, puisque c'est ce que propose le gouvernement pour mettre en place cette prolongation des durées de cotisation, on ne résout pas le problème tout de suite, qui est un problème grave à nos yeux. Ça intervient pour vous, Dominique Ruffier, donc votre avis est tout autre. Pour vous, ça pénalisera surtout les jeunes.
Ça pénalisera les jeunes. Et puis de toute façon, on ne peut pas rentrer, nous, dans ce débat de vouloir toujours prolonger, de maintenir des gens, des salariés en activité, alors qu'à l'entrée de l'entreprise, on a tant de chômeurs. Moi, je pars du principe que plus on libère tôt ceux qui ont déjà travaillé, qui ont déjà donné, en fait, plus on donne des chances à ceux qui cherchent du travail et aussi, d'ailleurs, pour valider leur point retraite ou leur trimestre. Donc nous ne sommes pas du tout sur la même logique et de ce côté-là, je pense qu'il pourrait se faire un transfert, par exemple, alors c'est peut-être pas forcément à l'euro, mais un transfert entre les cotisations chômage et les cotisations retraite. D'accord. Et justement, donc, vous parlez des jeunes, le gouvernement propose de racheter les années d'études et offre 1 000 € par trimestre pour diminuer le coût. Mais pour moi, excusez-moi, je vais m'interrompre tout de suite parce que je suis obligé de réagir à ça. On est en train de dire aux jeunes, on va vous aider à racheter. Moi, je préférerais qu'on leur donne la possibilité de travailler. Ce serait plus sain. Et une société où on a d'un côté des gens qui ne partent pas en retraite et des gens qui attendent, avec les problèmes que ça génère d'ailleurs dans les cités, je crois que le problème de retraite est en premier un problème d'emploi et non de retraite. J'imagine que c'est votre avis également. Tout à fait. Alors sur les jeunes, on voit bien 17 organisations de jeunes appellent au mouvement que la CGT et d'autres organisations syndicales ont lancé pour mardi prochain. Alors, on peut peut-être même voir des images. À l'université d'été du MEDEF, il y a eu un rassemblement par les mouvements des jeunes socialistes et des jeunes communistes qui ont justement essayé de se faire entendre sur les retraites. Il y a eu très peu d'ailleurs de médiatisation là-dessus. Bon, voilà, on voit un petit peu les images. Donc là-dessus, ce que vous indiquez, les jeunes sont les premiers concernés par cette nouvelle réforme. Pour la CGT, déjà, cette réforme n'est pas urgente. On a 2 réformes déjà en cours, celle de 2003 et celle de 2010, lancée par le précédent gouvernement. Donc une réforme supplémentaire ajoute à rien du tout. Elle pénalise les jeunes et les femmes. On oublie trop souvent les femmes qui sont en plus les salariés les plus pénalisés pour différentes raisons, entre autres les temps partiels souvent imposés. Et bien sûr, la CGT a d'autres propositions concernant le financement, puisque pour nous... Alors justement, je vous coupe. Le financement, voilà. On va y revenir, puisque ce qui préoccupe surtout les citoyens, c'est la durée de cotisation et le financement. Voilà. On a justement demandé à des habitants des environs ce qu'ils avaient retenu de la réforme. Je vous propose d'écouter leur réponse. Ce que j'ai retenu de la nouvelle réforme de la retraite, c'est qu'on va travailler plus, dépenser plus et toucher moins. Donc moi qui ai travaillé depuis 1979, je me demande quand je vais pouvoir enfin prendre ma retraite et profiter un peu de la vie. Ça avance pas énorme, il n'y a pas de réforme concrète en fait. Effectivement, les contribuables allaient certainement devoir encore mettre la main plus largement pour la financer. Ce n'est pas une mesure qui me paraît très adaptée, ni la hausse des impôts. Donc effectivement, l'allongement de la durée de cotisation paraît plus adapté. Alors, donc, ce qui inquiète finalement, c'est aussi qui va payer. Donc, concernant le financement, le gouvernement va augmenter les cotisations sociales, une hausse de 0,3%, on le disait. Finalement, cette hausse, donc, par vos 2 syndicats, a été négociée avec le gouvernement. Mais ça ne vous convient pas non plus. C'est un compromis qui finalement... Ça n'a pas été vraiment négocié, ça a été dans les propositions. Et effectivement, la pression déjà donnée par nos syndicats, les organisations syndicales en tout cas, depuis avant les vacances, a fait que cette hausse est limitée. Mais bien sûr, pour la CGT, je le rappelle, ce n'est pas le problème de ce financement-là. Toujours augmenter les cotisations, toujours augmenter la durée. Nous, c'est une refonte complète du financement de notre protection sociale et donc de nos retraites, en mettant à contribution, y compris le capital, les revenus financiers, qui aujourd'hui sont complètement exempts de toute charge et de donc finalement, taxer plutôt le capital que les entreprises, voilà, les salariés. Florence Mercadet, pardon. Pour compléter un peu, 1% de masse salariale supplémentaire, c'est 685 millions de cotisations vieillesse en plus.
Voilà, ça c'est un chiffre, je veux dire, qui est éloquent. Ça, je pense que tous les deux vous êtes d'accord. C'est finalement ce qui est important aujourd'hui, c'est de s'attaquer au chômage. Absolument. Et je pense que le problème aujourd'hui, je pense que tout ce qui nous retourne, voilà, notre socle commun à tous, là, c'est il faut se battre pour l'emploi. Et c'est vrai que là, par rapport à ce problème de financement, depuis 5 ans, les entreprises essayent de traverser cette crise. Il y en a qui n'ont pas survécu. Celles qui arrivent à survivre, il ne faut pas oublier que 90% des entreprises en France sont des PME de moins de 50 salariés. Ces entreprises-là, c'est que le gouvernement va compenser finalement toutes les hausses. Pour le moment, on a des déclarations qui ont été effectivement faites par M. Moscovici lors des universités d'été et qui ont été réitérées auprès de Pierre Gattaz lundi matin. Mais on attend du concret parce qu'on a une certitude, c'est l'augmentation des cotisations. On a des promesses qui sont, on va compenser l'augmentation des cotisations. Est-ce que ça prendra en compte ou pas l'augmentation qui va être au travers de la pénibilité? On n'en sait rien, on est encore un peu dans le flou. Donc on attend des certitudes, mais une certitude est claire, c'est que les entreprises ne peuvent pas supporter plus de charges que ce qu'elles ont aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois que c'est un point commun aussi avec les politiques qui disent tous, quel que soit le bord politique, il y a trop de charges et il y a trop de taxes et il faut faire une pause. Le président nous l'a dit. Donc je pense que quand monsieur dit effectivement qu'on a eu une réforme en 2003, qu'on a eu une réforme en 2010, on y revient en 2013. Et je pense que si on ne s'attaque pas au fond du problème et si on ne refait pas complètement nos régimes de retraite et qu'on ne le repense pas de telle manière à ce qu'il puisse être viable et finançable, on va faire cette réforme telle qu'elle est aujourd'hui et puis on se retrouve en 2017 avec à nouveau François Hollande ou un autre président de la République et ainsi de suite et c'est sans fin. Alors justement, donc cette réforme sera débattue au Parlement le 7 octobre. Pour finir, je suis désolée, on est un peu pris par le temps, j'aimerais avoir juste vos solutions à vous. Quelle serait la solution? Moi je vous dis déjà augmenter la masse salariale, puisqu'on sait très bien que les cotisations étant tirées d'ici, ce serait mécanique. C'est déjà une solution, je dirais presque de facilité. Je veux bien, moi, qu'on me dise que les entreprises n'ont plus les moyens de supporter des charges, mais quand on regarde toutes les grosses entreprises du CAC 40 notamment, elles font profit record sur profit record. Les revenus du capital, par exemple les dividendes qui sont versés aux actionnaires, quand on regarde aussi le nombre de milliardaires, par exemple, qui sont générés par tout ce système-là, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de milliardaires, de plus en plus de pauvres et plus rien au milieu. Donc il y a une aspiration du capital qui est faite actuellement dans le système où on est, que nous on ne peut pas tolérer. Le système de retraite actuel, c'est un système solidaire qu'on veut garder. On en revient donc sur la taxation du capital. Vraiment en quelques secondes. Nous, pour la CGT, et on le redit plusieurs fois, c'est pas le travail qui coûte, puisque c'est le travail qui rapporte les richesses aux entreprises et au pays, c'est le capital, parce que comme je disais tout à l'heure, lui ne cotise à rien du tout. Et les dividendes versés aux actionnaires depuis 1985 ont décuplé, or que la masse salariale, comme l'a dit mon collègue, stagne, augmente très très peu. Augmentons les salaires et on réglera en partie le problème de notre protection sociale. Très bien, je vous remercie en tout cas d'être venu. Je l'ai dit, on n'a plus le temps, je pense que de votre côté c'était plus une cotisation privée. Laissons les entreprises avoir des marges plus importantes pour qu'elles embauchent. Et on me parle du CAC 40 et 90% des entreprises, ce sont des PME de moins de 50 salariés. Elles embauchent, bien sûr que si. Quand un entrepreneur monte une boîte, c'est pour la développer et pour embaucher. On va devoir s'arrêter là. Merci en tout cas à vous trois d'être venus sur notre plateau. On passe maintenant au dossier de la semaine pour les étudiants. C'est la dernière ligne droite pour se loger avant les reprises des cours qu'existe pour eux à Saint-Quentin en Yvelines. Réponse en images. Un reportage réalisé avec Jonathan Villeman. Fini les vacances, septembre sonne la rentrée des classes. Dans le département, on compte 19 000 étudiants. Question logement, qu'est-il prévu pour eux? Sous quelles conditions et à quel tarif? C'est ce que nous allons découvrir. Et pour commencer, direction Voisin, le Bretonneux, à la Cybèle, une des 9 résidences universitaires de Saint-Quentin en Yvelines. Mardi, Maria est venue y poser ses valises. Cette étudiante en droit, originaire de Nice, a choisi de changer d'université pour sa dernière année d'études. Dans 15 jours, elle fera son entrée à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Une fois les démarches administratives effectuées, on passe à la visite des lieux, la laverie et surtout le studio, avec votre petite salle de bain et la chambre à coucher. Maria est ravie. Pour elle, être en résidence est bien plus pratique qu'en appartement. Déjà, ça coûte moins cher par rapport au prix. C'est une résidence qui est très bien, c'est très bien équipé et c'est très calme. Pour étudier, c'est parfait.
Moins de démarches administratives également. Avant la remise des clés, le gestionnaire finalise son installation avec l'état des lieux. Côté tarif, il faut compter en moyenne 380 €. La résidence est ouverte à tous les étudiants avec une priorité donnée aux boursiers. Ici, il y a 131 logements, donc principalement des studios. On a quelques 2 pièces et on a 100% de taux d'occupation à l'année parce qu'il y a énormément de demandes, dues notamment à l'université de Saint-Quentin et qui nous envoie beaucoup de dossiers. À Saint-Quentin, en Yvelines, près d'1 millier d'étudiants seulement obtiennent ce mode d'hébergement. La communauté d'agglomération peut réserver certaines places en résidence. Explication avec la responsable des logements étudiants. Odile Missiou, bonjour. Bonjour. Alors, votre service propose différents logements pour les étudiants. Oui, tout à fait. Quelle est cette offre exactement? On a à peu près 172 logements étudiants répartis sur plusieurs résidences sur le territoire de Saint-Quentin. Alors, il y a des critères à respecter? Oui, tout à fait. Donc, il faut que les étudiants viennent étudier sur le territoire de Saint-Quentin. Donc, aussi une possibilité, quand ils viennent effectuer un stage d'une durée de plus de 3 mois, donc ils ont la possibilité de faire une demande auprès de notre service. Depuis 2012, il y a eu des évolutions. Finalement, vous pouvez répondre à plus d'étudiants. Alors nous, cette année, on a la chance d'avoir une ouverture d'une résidence qui s'appelle René Cassin sur Elancourt, qui va donner la possibilité à 161 étudiants d'obtenir un logement. Et aussi pour la rentrée 2015, on a une résidence de prévue sur Guyancourt de 147 logements et aussi des résidences sur Montigny, résidences étudiantes et chercheurs d'un nombre à peu près de 600 logements. Donc ça sera pour 2015? Ça sera pour 2015. En tout, sur le département, on compte 19 000 étudiants à peu près. Oui. Donc la demande du coup est supérieure. Quelles solutions alternatives y a-t-il pour ces étudiants? Alors nous, on propose aussi un service logement étudiant, qui met en relation des propriétaires qui ont la possibilité soit de louer une chambre chez l'habitant ou proposer aussi des studios ou voire de la colocation. On a à peu près 150 propriétaires. C'est un service qui est en place déjà depuis 2006 et qui est en constante évolution. Donc aujourd'hui, on a à peu près 300 propositions de logements. D'autres organismes aussi proposent aussi ce genre de site. Donc on a le Crous par exemple qui a aussi son propre site, ce qui permet aux étudiants de faire des démarches maximum pour essayer d'obtenir vraiment un logement sur le territoire en fait. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. En dehors des résidences, les étudiants peuvent opter pour le logement chez l'habitant ou la colocation. Celle de Julia et Jacqueline est assez originale. Nous allons les rencontrer. Elles ont près de 65 ans d'écart. Jacqueline, ou plutôt Javotte, comme tout le monde l'appelle, fêtera bientôt ses 89 ans. Ses 5 enfants ont quitté le cocon familial, laissant la maison bien vide. Alors depuis maintenant 7 ans, elle loge gratuitement des étudiants comme Julia contre de petits services. Obligatoirement qu'il faut qu'il y ait quelqu'un le soir et la nuit. C'est une question de sécurité. Si jamais Javotte a n'importe quel souci, il faut qu'elle sache qu'elle puisse nous trouver. Mes enfants ont plus confiance. Ils veulent que je ne sois pas seule. C'est pour moi, et en même temps c'est pour eux. Un système donnant-donnant et une réelle solidarité intergénérationnelle. Sans cela, Julia, étudiante en psychomotricité, n'aurait pas pu poursuivre ses études. Javotte héberge 2 autres étudiants, Amjad et Idé. À eux 4, ils ont recréé une vraie vie de famille. Moi, ça m'apporte une grande chaleur, avec des pétillantes comme celle-là. Ce sont comme mes petits-enfants. J'espère qu'ils me considèrent comme une grand-mère. Pas de doute, pour Julia, Javotte est devenue sa grand-mère d'adoption. Moi, ayant perdu mes grands-parents très jeunes aussi, j'avais envie de retrouver ce contact-là, quelque chose de... les histoires qu'on peut raconter, tout ça, une espèce de devoir de mémoire aussi. Et en tout cas, avec Madame Javotte, c'est sûr que j'y trouve mon compte. Elle a des tonnes d'histoires à nous raconter. Ici, elles regardent ensemble la télévision et Jacqueline lui fait découvrir la filmographie des années 50. Pour proposer ses chambres à louer, elle passe par Ensemble 2 générations, une association qui propose des colocations intergénérationnelles. 3 formules sont proposées, logement gratuit, économique ou solidaire. Dans les Yvelines, on compte 70 colocations de ce type. Isabelle Etienne, vous êtes la responsable départementale d'Ensemble 2 générations. Comment se fait la sélection?
La sélection, alors les étudiants téléchargent sur notre site www.ensemble2générations un dossier de candidature, ils l'envoient au bureau, on reçoit ensuite individuellement chaque étudiant et on passe vraiment un temps ensemble lors du rendez-vous. On questionne sur les motivations, sur leurs besoins, leurs attentes et puis charge à nous après de mettre en relation avec le senior qui a proposé une chambre qu'on a visitée au préalable et de trouver cette alchimie de la formule, du lieu d'études et quand on arrive aux passions partagées entre le senior et l'étudiant, voilà, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Je vous en prie. On passe maintenant à l'agenda. Notez que vous avez encore jusqu'au 7 septembre pour contribuer à la collecte de fournitures scolaires pour l'association Dans les yeux des gazelles. Stylos et cahiers seront distribués au Maroc. Tous les renseignements sur leur site. Dans les yeux des gazelles, overblog.com. C'est la fin de ce fil éco. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.